Chers élèves, bonjour. Content de vous revoir. On va continuer aujourd'hui la deuxième séance de la leçon Transmission avec transformation de mouvement. Cette leçon télévisée est encadrée par Monsieur l'inspecteur, que je le salue très fort, Monsieur Lutfi Saïd, et préparée par mes chers collègues, Monsieur Sami Boulares, Monsieur Ali Bougriou et moi-même, Monsieur Zoubayr Ben Ahmed. Je vous rappelle, avant de commencer, je vous rappelle les objectifs. Les objectifs de cette séance, de cette leçon, avant à atteindre. Premier objectif, c'est définir les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Deuxième objectif, c'est de déterminer les caractéristiques d'une transmission. Je vous rappelle aussi que les transmetteurs mécaniques, normalement, vont convertir un mouvement en un autre mouvement. Par exemple, du mouvement de rotation en un mouvement de translation ou inversement. Ces transmetteurs donc ont pour fonction principale, c'est de transmettre une puissance en transformant le mouvement. On a vu aussi que plusieurs solutions peuvent atteindre ce but. On a vu quelques systèmes. Le système vis-écrou, le système bielle-manivelle, le système à excentrique. Aujourd'hui, on va continuer par le quatrième processeur, c'est le système pignon-crémaillère. À partir de la rotation du pignon, on provoque la translation de la crémaillère, ou inversement. Et finalement, on va étudier aussi les systèmes à came. À partir de la forme de la came, ici c'est la pièce rose, à partir de la forme de la came et de son mouvement de rotation continue, on obtient une translation alternative à vitesse variable demandée par le cahier de charge. Commençons par le système pignon-crémaillère. On va commencer notre étude par un exemple que vous le connaissez bien, c'est le système, c'est la perceuse sensitive. Le système proposé pour cette étude est la perceuse sensitive qui a pour fonction de réaliser des opérations de perçage de différents diamètres sur des pièces de différents matériaux. Pour assurer l'opération de perçage, il faut avoir deux mouvements. Tout d'abord, un mouvement de coupe, comme vous voyez ici, rotation du fourré, commandé par le moteur électrique. Un autre mouvement, c'est un mouvement de translation du fourré et qui s'appelle le mouvement d'avance, commandé manuellement à travers la rotation des leviers et du pignon arbré 13. Passons à l'analyse fonctionnelle. Complétez le diagramme d'analyse fonctionnelle face ci-dessous relatif à la fonction principale. Permettre à l'utilisateur de percer des pièces. Donc, pour achever à cette fonction, on doit assurer trois fonctions techniques. Premièrement, on doit serrer la pièce. Mais en même temps, on doit animer l'outil d'un mouvement de rotation et qui s'appelle le mouvement de coupe. Et deuxièmement, on doit animer aussi l'outil d'un mouvement de translation qui s'appelle mouvement d'avance. On va se focaliser à ce système de transformation de mouvement. Comment, à partir d'un mouvement de rotation du levier de commande, comment on va assurer la translation du fourreau crémaillère. Passons, on va décortiquer maintenant, on va décoder, si vous voulez, le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble du mécanisme de commande, de déplacement de la broche de la perceuse sensitive, se constitue alors des trois leviers 24 qui vont, l'utilisateur il va faire pivoter cette pièce-là qui s'appelle le pignon arbré 13. Donc la rotation du pignon arbré provoque certainement à travers cette liaison, elle va provoquer la translation de la pièce rouge ici qui s'appelle fourreau crémaillère. Certainement après l'intervention du pignon 13. Donc certainement cette transmission de mouvement
va s'apparaître à ce niveau-là. Passons au principe de transformation de mouvement. Un dispositif a été employé pour transformer la nature de mouvement d'entrée afin de l'adapter à la sortie. Donc on a dit le mouvement d'entrée ici, c'est la rotation du levier, mais rotation des leviers commande et du pignon 13, et le mouvement de sortie, ce sera certainement, c'est le mouvement d'avance. On a dit c'est le mouvement de translation qui s'appelle le mouvement d'avance. C'est la translation du fourreau. Donc la transmission de puissance est réalisée alors avec transformation de mouvement. Donc certainement, à l'intérieur, on a le système de transformation. À partir d'un mouvement de rotation ici, d'une rotation, on a une transformation de mouvement. À la sortie, on a trouvé un mouvement de translation. Conclusion, il existe un système dans la perceuse, voilà, c'est ce mécanisme-là, qui s'appelle pignon crémaère, qui transforme le mouvement de rotation, bien sûr du pignon, en un mouvement de translation de la crémaère qui est en rouge. La question qui se pose maintenant, est-ce que c'est réciproque? Donc on va essayer, on va faire une manipulation. Normalement, on va voir on va étudier la réversibilité de ces mécanismes. En essayant de faire translater le fourreau vers le haut, on constate que le pignon arbré 13 et les 3 leviers tournent. On dit alors que le système pignon crémaère est réversible. Donc, la rotation provoque la translation et en même temps, la translation provoque la rotation. C'est pour cela qu'on dit que le système est réversible. Étudions maintenant la course. On va donner l'expression littérale de la course C en fonction du nombre de tours du pignon. La course C est égale. Donc, on vous rappelle qu'une crémaillère peut être considérée comme un élément de roue dentée dont le diamètre primitif tend vers l'infini. On va l'appeler ligne primitive. On vous rappelle que le diamètre primitif du pignon est égal le module fois le nombre de dents. Et le périmètre, bien sûr, c'est pi fois d, donc est égal à pi fois m fois z. Je vous rappelle aussi que le pas du pignon, pp, c'est le périmètre divisé par le nombre de dents. On va trouver p, le pas du pignon, est égal pi fois m fois z sur z. On vous rappelle aussi que pour qu'il y aura un engrainement, il faut que le module et le pas de la crémaillère soient les mêmes et que ceux du pignon, donc le module de la crémaillère et le module du pignon sont les mêmes, le pas de la crémaillère et le pas du pignon est le même aussi, donc qui est égal pi fois m. Je vous rappelle aussi que le rayon, bien sûr le rayon primitif, qui est égal le diamètre divisé par 2, qui est égal aussi le module fois le nombre de dents divisé par 2. Donc, et alpha est un secteur où un nombre de tours doit être exprimé en radians, et qu'un tour, bien sûr, vaut 2 pi radians. Voilà, la course est égale, donc certainement, c'est le produit rayon multiplié par le secteur alpha, ou bien le nombre de tours alpha. Donc, C est égal R fois alpha, qui est égal D sur 2 fois alpha, qui est égal M fois Z sur 2 multiplié par alpha. Passons à l'étude du nombre de dents et en fonction du nombre de tours. En mesurant le déplacement du fourreau de la perceuse correspondant à un demi-tour du levier, on a trouvé C est égal 41 mm. Donc, sachant que le module de la denture du pignon arbré est égal 2 mm, calculez alors le nombre de dents de ce pignon. Donc, pour un demi-tour, on a dit du pignon alpha est égal pi radian, on a un déplacement C est égal 41 mm. Sachant que cette distance 41 mm est mesurée par une réglette normalement, donc à peu près 41 mm. On va continuer, on va voir par... La course C est égale donc m fois z sur 2 fois alpha, qui est égal à m fois z sur 2 fois pi,
Donc, on peut déduire que Z est égal à 2C sur pi m, qui est égal à 2C sur pi fois 2, qui est égal à C sur pi, qui est égal à 41 sur pi. Donc, on peut déduire que Z est égal à 13,05. Mais Z est un entier, Z est un nombre de dents. On ne peut pas trouver une valeur décimale. Donc, certainement, le nombre de dents, et bien sûr, est un entier naturel. Z, alors, est égal à 13 dents. Question 2. Trouver le nombre de tours effectués par le bras de commande de la perceuse pour effectuer un déplacement de l'outil de 62 mm. Donc, le nombre de tours est égal à la course divisé par le périmètre, qui est égal à C sur pi fois m fois Z pignon, qui est égal à 62 sur pi fois 2 fois 13. Donc, après tout calcul fait, on trouve le nombre de tours est égal à 0,759 tours. C'est un secteur d'ailleurs. Passons maintenant à la longueur minimale d'une crémaillère. Comment déduire une longueur minimale de la crémaillère? On vous présente ci-dessous un extrait du cahier de charge fonctionnel qui exige une course minimale du fourreau est égale à 75 plus ou moins 5 mm. Pour concevoir la crémaillère adéquate, le bureau d'études doit fixer le nombre de dents minimales de cette dernière. Vous voyez ici, on a la crémaillère qui a le pas qui a une longueur qu'on va la calculer. Donc on dit que la longueur de la crémaillère est égale le pas multiplié par le nombre de dents doit être supérieur ou égal à la course minimale du fourreau. La question, calculer alors le nombre de dents minimales de la crémaillère. Donc, on va commencer. La longueur de la crémaillère, on a dit qu'il est égal le pas fois le nombre de dents, fois le nombre de dents, qui doit être supérieur ou égal à la course minimale. Donc, on peut conclure que le nombre de dents de la crémaillère doit être supérieur ou égal à la course divisé par le pas de la crémaillère. Cela implique que le nombre de dents de la crémaillère doit être supérieur ou égal à la course divisée par πm. Donc, on peut déduire alors le nombre de dents de la crémaillère supérieur ou égal à 75 sur pi fois 2, qui est égal, donc Z crémaillère est supérieur ou égal à 11,94, et bien sûr, toujours Z est un nombre de dents, donc c'est un entier naturel, donc certainement, le nombre de dents de la crémaillère minimale est égal à 12 dents. Passons maintenant, on va faire le résumé. Le système pignon-crémaillère est un système de transmission de puissance avec transformation de mouvement réversible, c'est-à-dire qui transforme le mouvement de rotation en un mouvement de translation et vice-versa. La translation de la crémaillère provoque la rotation du pignon et la rotation du pignon, elle va provoquer la translation de la crémaillère. Le module et le pas de la crémaillère doivent être les mêmes que ceux du pignon lié. Donc, avec le pas de la crémaillère qui est égal au pas du pignon qui est égal pi fois m. La course C effectuée par la crémaillère est en fonction du rayon R et du nombre de tours alpha du pignon lié. C et R doivent être en millimètres et alpha en radians. Donc la course C est égale le rayon fois alpha, qui est égal le module fois le nombre de dents divisé par 2 multiplié par le secteur alpha ou bien le nombre de tours alpha. Le nombre de tours n effectué par le pignon en fonction de la course C parcourue par la crémaillère et n est égal la course divisée par le périmètre, qui est égal la course divisée par pi fois m fois le nombre de dents du pignon. Passons maintenant au dernier système, c'est le système ACAM. Comme on a dit l'autre fois, à partir de sa forme et de son mouvement de rotation, on va provoquer une translation alternative à vitesse variable demandée par le cahier de charge fonctionnel. Donc, on va maintenant représenter, parmi les études qu'on va faire, c'est comment représenter le profil de la cam. Tout d'abord, on va débuter avec un petit exemple. L'exemple d'étude, pardon. Le sous-système qui fera l'objet de cette étude appartient à un système automatique de perçage avec débourrage et se nomme
dispositif d'avance de tour automatique à cam. Notez bien que le perçage avec débourrage, ça signifie que le forêt perce la pièce à une certaine profondeur, prise de passe, et recule pour débourrer le coupeau. Vous voyez ici, le mouvement d'entrée, c'est la rotation continue de la cam. Le mouvement de sortie, c'est une translation, une translation alternative du fourreau. Passons à la lecture du dessin d'ensemble. Comme vous voyez ici, le mouvement de sortie est destiné au fourreau. Le fourreau porte-forêt qui a besoin de différentes vitesses d'avance et de recul. Et le mouvement d'entrée, certainement, c'est la rotation continue de la cam. Cette cam, on va la tracer par la suite, suivant le cahier de charge ou graphe des espaces. Étudions maintenant la réversibilité. Le mouvement d'avance de l'outil est donné au fourreau porte-forêt 1 grâce à la cam 18, entraînée en rotation par un moteur. Donc, la rotation continue provoque la translation alternative du fourreau. En essayant de faire translater le fourreau, on constate que la cam ne tourne pas. On dit alors que le système à cam est irréversible. Donc, le mouvement d'entrée est une rotation, le mouvement de sortie est une translation, mais réciproquement, n'est pas possible. Le système à cam est un système irréversible. Étudions maintenant les principaux types de cam. Premièrement, les cams à disque. Vous voyez ici, cet exemple ou celui-là, ce sont des cams à disque. Même cette forme-là, on peut la nommer aussi cam-cœur. Les cams à rainure. Comme vous voyez ici, un tambour rainuré et le suiveur va suivre cette forme-là, s'appelle cam à rainure. On passe troisièmement au cam tambour ou cam cloche. Comme vous voyez, les cam cloches, on les utilise, ou bien les cam tambour, on les utilise généralement lorsque la direction du suiveur et l'axe de pivotement de la cam sont parallèles. Et enfin, on a les cams à plateau rainurés ou bien les cams à surface rainurée. Comme vous voyez aussi, le suiveur va suivre la rainure qui se trouve à l'intérieur de ce plateau. Vous voyez aussi l'existence d'un ressort. Le ressort de rappel a pour rôle de maintenir un contact permanent, comme vous voyez ici, entre la tige et le galet. Entre la tige et la cam, ou bien le galet et la cam. On va compléter par le traçage des cams à disque à partir du diagramme des espaces. Donc, pour percer une série de pièces pendant un temps optimal et sans endommager le forêt, ni abîmer l'état de surface des pièces percées, le bureau d'études a classé les opérations de perçage d'une pièce en 5 phases ordonnées comme suit. On a un diagramme des espaces ou graphe de variation de course, une rotation de la cam, on a divisé en 12 intervalles de temps égaux. Donc, premièrement, la phase 1, phase d'approche, avance rapide de l'outil à vitesse constante sur 20 mm pendant 1/6 de tour. Bien sûr, 1/6 de tour, on a 12 intervalles de temps, donc on peut représenter ces 2 intervalles, c'est l'1/6 de tour. Ensuite, deuxième phase, c'est le perçage, c'est la phase de perçage. Avance lente de l'outil à vitesse constante sur 25 mm pendant 1/3 de tour. La même chose, 1/3 d'un tour, 1/3 de 12 intervalles, certainement on a les 4 intervalles de temps entre 2 et 6. La troisième phase, c'est la phase de finition. Maintien en position de l'outil pendant 1/2 de tour. Dans ce temps-là, on a un maintien en position. Donc, quatrième phase, c'est la phase de débourrage, c'est-à-dire le retour de l'outil à vitesse constante pendant 1/4 de temps, un quart de tour. Et enfin, la 5e phase, c'est une phase d'attente, repos sur le reste du temps,
le temps alloué pour l'arrivée de la pièce suivante. On a maintenant un diagramme des espaces. Normalement, on va représenter la cam à partir de ce diagramme. Pour concevoir la cam, le bureau d'études a fixé son rayon minimal R égale 30 mm. Et le rayon du galet, petit r est égal 10 mm. Si après les différentes étapes pour la conception de la cam, tracez tout d'abord le cercle minimal de la cam, de rayon R égale 30 mm. Normalement, le cercle minimal est fixé à partir d'une étude d'RDM, donc on a fixé R égale 30 mm. Diviser le secteur en n parties égales. On prend par exemple n est égal 12. Utilisez donc un rapporteur d'angle ou une équerre à 60 degrés et on va tracer les 6 axes pour trouver les 12 positions du galet. Choisir parmi ces 6 axes la position initiale du galet de rayon R égale 10 mm, tangent avec ce cercle. On peut prendre cette position, c'est la position initiale. Par exemple, la position initiale du galet de rayon petit r est égal 10 mm. Tracer un cercle de rayon grand R plus petit r et qui passe par les centres 0 du galet dans sa position la plus proche du centre de la cam, appelé cercle minimal du centre de galet ou cercle de base. Cinquièmement, représenter le sens de rotation de la cam pour pouvoir ordonner les 12 positions du galet. Bien sûr, si la cam pivote autour de cet axe, si la cam tourne dans ce sens, donc comme si le galet qui va être tourne dans l'autre sens. Mais en réalité, la cam, c'est elle qui va tourner dans ce sens. Tout simplement pour pouvoir représenter les 12 positions du galet. Sixièmement, mesurer les segments 1, 1', 2, 2', 3, 3', etc. et les reporter respectivement sur les axes des 12 positions. Donc voilà, 1, 1'. On a trouvé le centre du galet à la deuxième position. Donc on peut tracer un cercle avec un compas de rayon R égale 10 mm. La même chose, on va mesurer 2, 2', on va les représenter, on trouve le point ou bien le centre de la deuxième position du galet, ainsi de suite, on trace le galet de rayon petit r égale 10 mm, et ainsi de suite. 3, 3', comme vous voyez, et ainsi de suite. On va mesurer 4, 4', etc., 5, 5', jusqu'on va continuer les 12 positions du galet. Mais comme j'ai dit, que la cam, c'est elle qui va tourner et non pas le galet. Mais tout simplement, c'est pour pouvoir représenter le profil pratique de la cam. Voilà, on a trouvé les 12 positions de la cam. On va tracer maintenant à main levée la courbe tangente à ces cercles et qui passe par les extrémités du galet. C'est le profil de la cam, c'est le profil pratique ou réel de la cam. Vous voyez ici, c'est le profil réel de la cam. Et voilà, notre cam disque est prête. Comme vous voyez, normalement, la cam, c'est elle qui va pivoter autour de son axe et le galet du suiveur va le suivre. C'est réellement comment on va voir le fonctionnement. Eh bien, merci d'avoir suivi et à la prochaine.